14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio durant ces 2 heures. À quoi sert la sexualité dans un couple ? Alors certains pensent qu'elle sert à provoquer une attraction et ensuite un amour solide entre les deux partenaires. D'autres, peut-être plus pragmatiques, considèrent que la sexualité, ça sert d'abord et avant tout à faire des enfants. Moi, je crois qu'elle sert à consolider le lien, mais aussi à évacuer toutes les petites rancœurs inhérentes à la vie à deux. Je ne crois pas qu'on puisse continuer à vraiment s'aimer si l'intimité se dégrade au fil du temps dans la relation. De même, j'ai du mal à croire qu'une histoire d'amour puisse vraiment durer longtemps lorsqu'il n'y a plus de sexualité entre les deux partenaires. Alors certes, il peut y avoir une affection sincère, mais il me semble qu'on parlera plutôt d'amitié. C'est pourquoi je ne crois pas qu'on puisse accepter vraiment que notre partenaire ne veuille plus du tout de sexualité. Alors bien sûr, c'est possible de manière transitoire, mais sans doute pas sur le long terme. En tout cas, c'est mon avis. Et dans un instant, Pascal Neveu, qui est à mes côtés durant ces 2 heures, va nous donner le sien. Et puis vous, on vous invite à témoigner. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Pascal Neveu. Bonjour Brigitte. Alors, d'accord ou pas ? La grande question, c'est est-ce qu'un couple peut vivre sans sexualité ? Et en fait, il y a des chiffres. Vous savez qu'à chaque fois, je travaille les émissions, bien, les sujets. voilà quelqu'un de J'adore sérieux. les chiffres et les statistiques. Et vous savez que on a statistiquement en France 15%, donc un couple sur 7, qui vit sans sexualité. Mais est-ce qu'il est heureux ? Alors justement, c'est la grande question. C'est est-ce qu'on reste en couple ou est-ce qu'on devient finalement des amis ? Mais est-ce que l'amitié n'est pas quelque chose qui est Vous avez l'âge à peu près de ces couples-là ? Est-ce que c'est des très vieux couples ou est-ce qu'il y a des jeunes couples ? Justement, j'ai les chiffres, vous me devancez un tout petit peu. Formidable. Alors, chez les moins de 30 ans, ont 109 rapports sexuels par an. C'est-à-dire, grosso modo, on reste dans les statistiques, c'est 3 rapports sexuels par semaine, donc 9 par mois. Chez les quadragénaires, c'est 70 rapports sexuels par an. C'est-à-dire, grosso modo, 2 par, un petit peu plus de 2 par semaine. Et chez les quinquagénaires, il y a 70 par an, il y a 52 semaines. Donc, c'est un petit peu moins. Enfin, ça fait 2. Ça ferait 104. J'ai arrondi à 2. Non, ça ferait 104. En tout cas, ça a diminué. Non, ça ferait 104 si c'était 2 par semaine. Oui, Pascal, excusez-moi, pire... j'étais très bonne en calcul mental. Mais le pire, on algèbre. Et le pire, si je puis dire, c'est chez les quinquagénaires, c'est 52 rapports sexuels par an. Donc un rapport sexuel par semaine. Ça me paraît déjà, c'est bien un rapport sexuel par semaine, ouais, ça va. Déjà pas mal. Bah oui. Parce que certains couples finalement n'ont un rapport sexuel qu'1 à 2 fois par an. Mais ils restent ensemble, ils restent par amour, parce qu'ils ont des choses à partager, des hobbies également. Alors que la grande question, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus hyper sexualisée. On a accès de plus en plus à la pornographie, on parle de sexe assez régulièrement. On le montre dans plein d'émissions, même de télé-réalité, etc. Enfin voilà, on est à corps avec cela. Alors, ça pose différentes questions. Il y a la question du désir. Est-ce que je désire l'autre ? Est-ce que je vais le désirer toute ma vie ou je vais désirer quelqu'un d'autre ? Donc la question de l'infidélité, ça on pourra en parler. La grande question également, c'est est-ce que je prends du plaisir ? Bah oui, ça me paraît. Est-ce que je fais plaisir à l'autre ? Ou est-ce que je me force pour lui donner et lui procurer du plaisir ? Parce que, encore une fois, et c'est vrai que vous avez raison, la vraie question, c'est des rapports sexuels, oui, mais est-ce que je m'oblige ? Mais comment ? Enfin, quelle est la qualité des rapports sexuels ? Parce que si c'est pour, en effet... juste accepter que l'autre se décharge, si je peux me permettre. Oui, mais ça, vous faites porter la responsabilité sur l'homme. Mais il n'y a pas que l'homme qui est responsable. Non, j'ai dit l'autre, j'ai pas dit l'homme. Mais c'est une question effectivement de survivance du couple. Et la grande question de l'amour, est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un sans faire l'amour, sans avoir de rapport sexuel ? Ou alors est-ce que ça reste uniquement de la masturbation ? Moi, je pense qu'on peut continuer à avoir de l'affection pour quelqu'un sans rapport sexuel. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que et j'ai quand même un peu vécu. J'en ai parlé à quelques personnes depuis, justement parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant et j'aime bien aborder des sujets un peu pointus avec vous, Pascal Neveu. Je crois que la sexualité, ça sert à éliminer toutes les petites rancœurs de la vie quotidienne. Oui. Il a oublié ça, elle a oublié ça. On s'est un petit peu énervé. On fait l'amour et hop. Et on passe à autre chose. Et tout ça, ça s'évacue. Et quand il n'y a plus ça, je trouve que les couples s'aigrissent un petit peu et se parlent moins bien. C'est se retrouver sur l'oreiller.
en quelque sorte. Et je pense que c'est le sens de cette ce fameux dicton réconciliation sous la couette. Je ne crois pas qu'il faille aller faire l'amour quand on s'est disputé, mais on se réconcilie sous la couette pour toutes ces petites choses de la vie quotidienne qui forcément créent des tensions de part et d'autre. Alors ça pose deux autres grandes questions, puis alors je vais aborder un chiffre qui va peut-être vous surprendre. En tout cas, symboliquement, est-ce que j'existe encore auprès de l'autre s'il n'y a plus de sexualité ? Alors, j'ai trouvé un chiffre... Intéressant, bien sûr, j'entends ce que vous dites. C'est une parole de psy, mais elle est intéressante, évidemment. J'ai trouvé un chiffre très surprenant. Une femme sur 6 ne fait pas l'amour avec son partenaire parce qu'elle a un problème avec sa nudité. Elle a un problème de confiance physique avec son corps, etc. Et alors, c'est 45% qui n'ont pas confiance en leur corps et 30% des femmes sur les 1 sur 6 qui ont un problème de libido. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de désir pour leur partenaire. Oui. Ben oui, mais on sait que c'est le fameux terme que j'aime bien, sexophobe. On sait qu'on a pas loin, en effet, de 25-30% de femmes qui sont sexophobes, c'est-à-dire qui n'aiment pas le sexe, tout simplement. Et donc, à un moment donné, si on n'aime pas les haricots verts, on ne va pas manger de haricots verts. Hein. Enfin, non, j'ai essayé de trouver un légume pas trop phallique. Hein. Oui, c'est pour les micro-pénis, ça. Mais bon, bref. Mais alors, j'ai retrouvé une phrase de Françoise Sagan qui écrivait « Le sexe sans amour, c'est le paradis. L'amour sans sexe, c'est l'enfer. » C'est pas mal, hein, ouais. Eh oui, elle savait écrire, hein, tout de même. Ouais. Mais voilà, est-ce que sans sexe, on reste amis ? Est-ce qu'on perdure dans une forme d'amour platonique également ? On peut questionner tout cela. Oui. Alors peut-être qu'il faudrait aussi évoquer ce que c'est que l'intimité, c'est-à-dire la tendresse, le rapport au corps qu'on peut avoir avec son partenaire. Et s'il y a même plus ça, on peut se poser la question, en effet, c'est plus un couple, c'est deux amis qui cohabitent. Bon nombre de thérapeutes vont vous dire que de toute façon, soit le couple accepte l'infidélité, soit il se sépare au bout d'un certain temps. Alors ils peuvent se maintenir un certain temps parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a des enjeux financiers, également économiques. C'est un peu compliqué. Hein. Si la femme ne travaille pas ou gagne moins d'argent, etc. Moi, j'entends ça en thérapie de manière assez fréquente. Mais en tout cas, la sexualité, oui, et puis on peut même avoir envie de rester parce qu'on a un train de vie plus agréable que si on se retrouvait seul. Moi, c'est aussi quelque chose que je peux comprendre. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas avoir le courage de se parler franchement et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus de sexualité, donc on n'est plus tout à fait un couple. J'allais venir. Vous êtes d'accord ? J'allais y venir, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ça signifie qu'on n'a pas parlé suffisamment de sexualité, de ses fantasmes, de ses désirs dans le couple. Et qu'à ce moment-là, ce désir s'effondre, il s'effrite totalement et qu'il n'y a plus de sexualité dans le couple. Mais la sexualité fait partie du ciment d'un couple. Moi, je pense que ça fait partie si moi je dis souvent qu'il faut plusieurs pieds pour qu'une chaise tienne, et ben pour un couple, ce pied de la sexualité, pour moi, il est indispensable. Après, je l'ai dit dans mon introduction, on peut de manière transitoire ne pas avoir de sexualité parce que on parlait mardi du cancer du sein. Quand on traverse le cancer, il est normal que le couple puisse pâtir, la sexualité puisse pâtir. Il y a des périodes comme ça où on peut tout à fait entendre que notre partenaire n'est pas... Mais il faut qu'il reste quand même un peu d'intimité et il faut qu'à un moment donné, on retrouve la sexualité. Et puis, il faut cette alchimie sexuelle. Ça peut ne pas fonctionner du tout avec son ou sa partenaire. Et c'est très amusant. J'avais un jeune patient de 25 ans cette semaine qui a déjà eu des relations. Il est fort amoureux d'une jeune fille de son âge qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Et il me dit qu'il est prêt à s'abstenir jusqu'au mariage. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais si ça fonctionne pas, etc. Il m'a dit, non, mais de toute façon, ça peut s'apprendre également. C'est un peu risqué, hein. C'est même très risqué parce qu'il n'y a rien à faire. Les questions des odeurs, de peau, ça ne s'apprend pas. Ça colle ou ça colle pas. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut... Moi, je conseille vraiment, au moins d'aller dans un flirt relativement poussé avant de se marier, parce que sinon, ça peut être la fiasco. Oui. Je peux comprendre que pour des raisons religieuses, on veuille arriver vierge au mariage. Ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Mais au moins flirter, quoi. Peut-être faire des fiançailles qui autoriseraient un peu de flirt. Oui. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la pénétration.
en fait. Mais effectivement, déjà, voilà, comme vous le disiez, sentir la peau de l'autre, être Oui, parce voilà, qu'on corps à corps déjà. on peut améliorer la rencontre sexuelle, la compatibilité sexuelle, mais on n'améliorera jamais les questions d'odeur, de peau, si on n'aime pas si la peau de l'autre ne nous fait pas frissonner, elle nous fera jamais frissonner. Et d'autant plus si par la suite on se rend compte que sexuellement ça ne fonctionne pas, vous imaginez le taux de frustration. J'ai été frustré quelque part pendant plusieurs mois, pendant peut-être même 1 an, 2 ans avant le mariage, et puis soudain le couple risque d'exploser. Voilà, donc on est a priori d'accord sur le point. Un couple, c'est aussi des amants qui s'aiment sous la couette. Oui, alors il y a le sexe et la sexualité. La sexualité, c'est pas forcément le sexe. Le sexe, c'est le rapport. La sexualité, c'est tout ce qui environne effectivement la relation avec l'autre. C'est pas forcément, voilà, c'est l'éros quelque part. Oui, on peut très bien avoir de la sexualité sans pénétration. Oui. À ce moment-là, pour faire des enfants, ça serait un peu compliqué. Non, c'est un peu compliqué. C'est ce que je disais, hein. mais ça peut être tout à fait, oui, pourquoi pas. En tout cas, ça devrait se parler, et le problème, c'est que ça ne se parle pas. Mais comme bon nombre de problèmes de couple, les couples ne communiquent pas. Quand ils viennent en thérapie, ils n'ont pas communiqué entre eux. Ou alors il y a des mensonges, il y a plein de... Voilà, ce sont des troubles de la communication qui sont majeurs dans la thérapie de couple. Oui, bien sûr. En dehors de la sexualité. De toute façon, on parle pas de... Enfin, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes avec la famille. Oui, on avait fait une émission sur le sujet, d'ailleurs. Les sujets tabous, c'est l'argent et la sexualité. Bon, on va s'attaquer à la sexualité aujourd'hui avec vous au 0826 300 300. C'est avec moi, dites donc. On va s'attaquer. Attendez, je m'arme. Oui, armez-vous, mais je vous conseille plutôt de baisser le pont-levis. Et je suis prête à vous accueillir. Et c'est Pamela qu'on accueille dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, directeur de l'Institut français de psychanalyse active. Et nous évoquons justement la sexualité dans le couple. Bonjour Pamela. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Pamela. Donc, vous êtes d'accord avec nous, hein, c'est essentiel la sexualité dans un couple. Hein. Tout à fait. En fait, moi j'ai eu 2 expériences avec mon conjoint, enfin mon ex-conjoint, dont j'étais obligée en fait d'aller chercher des câlins, d'aller le chercher pour avoir des rapports sexuels. Et c'était tout le temps fatigant. C'était devoir aller vers l'autre pour des choses qui pour moi étaient naturelles. C'était compliqué. Et j'ai remarqué en fait que dans la sexualité, comme on est dans la sexualité, on l'est aussi dans la vie. Ouais. Et actuellement, je suis avec une personne qui, en fait, on est tout le temps collés l'un contre l'autre quand on est ensemble. On se ressource en fait dans les bras l'un de l'autre. Et la sexualité pour nous est quelque chose de très important. On est très épanouis. Et c'est génial. Mais tout ça, ça s'entretient évidemment. Oui, bien sûr. Mais alors, celui d'avant, puisque c'est un peu plus le sujet, puisque là, visiblement, tout va bien. Quand vous l'avez rencontré, il était déjà comme ça ou c'est avec le temps qu'il s'est retiré un peu du désir? Non, il l'a toujours été, en fait. Mais vous pensiez, comme beaucoup, que ça allait s'arranger? Oui. Oui, je pensais que ça allait s'arranger. Grave erreur. Ça se dégradera plus tôt que ça ne s'arrangera la sexualité dans un couple. En fait, que comme c'était mon premier homme avec qui j'ai couché, je pensais que ça venait de moi, que j'étais trop sexuelle, que j'étais presque une obsédée sexuelle. La culpabilité de la femme. Elle n'a pas le droit d'avoir une libido plus forte que l'homme. C'est ça. Et la pire des choses, en fait, c'est que je ne pouvais pas lui faire de chantage sexuel. Alors que toutes mes copines pouvaient en faire à leur mari. Du chantage sexuel, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire si je sais pas ce que je veux, je coucherai pas avec toi. Ah ouais, d'accord. Oh, bah alors, c'est quoi C'est bien un truc de femme, ça. C'est quoi cette théorie, mes copines pouvaient obtenir tout ce qu'elles voulaient. Non, moi, elles ont rien compris. Ce qu'il faut faire, c'est faire l'amour et après l'amour, demander ce qu'on a envie. C'est après l'amour, c'est pas avant l'amour. Non, surtout pas. Quand ils sont dans le repos du guerrier, vous obtenez tout ce que vous voulez. Mais c'est pas avant, enfin, parce que sinon c'est du chantage. Vous passez pour une manipulatrice ou une femme intéressée, vous avez rien compris. Vous êtes sûr que toutes vos copines, avec toutes vos copines, ça fonctionne? Parce que moi, vous me faites ce genre de choses, vous avez les valises dehors direct. Hein. C'est vrai?
Bah, attendez, Non. c'est désagréable. Enfin, C'est attendez, rien du de pire marchand. pour un homme. Ça s'appelle. Attendez. Et puis je vais vous dire, ça s'appelle une pute. Excusez-moi. Hein. J'osais pas le dire. C'est les Eh ben, putes qui se font dans payer les- avant. Enfin, et c'est les femmes du monde qui se font payer après. Ah, d'accord. Belle citation, ça va le retenir. Vraiment, je suis ravie d'avoir participé à l'émission. Bon, en tout cas, c'est bien. Bon. Donc là, vous êtes en pleine communication charnelle, hein, c'est bien. Mais encore une fois, vous voyez, je crois que c'est vraiment important de comprendre que lorsque on rencontre quelqu'un qui n'est pas spécialement porté sur la chose, hein, expression qui date de je ne sais combien de siècles, ça s'arrangera pas. Oui. Après, on peut se dire, ça me va très bien, j'ai une libido, moi, une fois par mois, ça me suffit, et pourquoi pas. Hein, moi, encore une fois, je suis pas pour je pense pas qu'il y ait une norme sur le nombre de rapports sexuels qu'il faut avoir dans un couple. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait à un moment donné cette rencontre qui efface tous les petites rancœurs. Il ne faut pas être dans la quantité, en fait. Et par rapport aux normes, par rapport aux chiffres que je citais tout à l'heure, il faut s'en détacher un peu. Hein. C'était pour imager un tout petit peu ce qui se passe dans la société. Mais le principal, c'est d'avoir une sexualité qui est totalement épanouie. D'accord. Mais ce premier homme, il aimait pas le sexe ou bien il avait moins de désir que vous? Il avait moins de désir que moi. Oui. Je pense qu'il en avait vraiment moins. Et puis comme j'étais amoureuse à l'époque, moi quand je suis amoureuse, il faut que je me colle à la personne et lui me repoussait en fait. Et même il se sentait envahi en fait par. J'avais trop d'amour pour lui. J'ai eu une consultation comme ça, effectivement. Vous résumez bien les choses. Où la compagne, je ne sais plus s'ils étaient mariés, en tout cas sa compagne avait une libido beaucoup plus forte que lui. Lui, il aurait pu se satisfaire de 3 relations sexuelles par mois, etc. Et donc, alors, il trouvait des astuces pour s'échapper. Ouais, c'est ça. Enfin, il avait d'autres activités, etc. Mais il y avait la question de l'amour qui était fondamentale, néanmoins, dans le couple. Mais effectivement, pas la même quantité, pas le même taux de désir et de libido. Oui. Et la manière d'aimer, je pense aussi qu'elle est différente selon chaque personne. Oui, vous avez raison. Il y a des personnes, et c'est peut-être votre cas, quand elles aiment, elles ont besoin de faire l'amour. Je dis bien besoin. Oui, il y a quelque chose il y a un vrai besoin, oui. C'est pulsionnel, il y a une sorte de débordement de la libido qui fait qu'elle a besoin, qui a besoin d'une sexualité pour calmer l'organisme. C'est le corps à corps, c'est ce que vous exprimiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes collés l'un à l'autre dès que vous le pouvez. Oui, mais en fait, mon nouveau compagnon, nous vivons pas ensemble, donc quand on se voit, c'est vrai qu'on est collés l'un contre l'autre. Et d'ailleurs, j'ai une question, j'en profite si vous me le permettez. Mais bien sûr. En fait, parfois on passe une semaine ensemble et parfois j'ai pas forcément envie de faire l'amour avec lui, mais je sais que si je lui dis chérie, ce soir j'ai pas trop envie, j'ai peur que ça le vexe, donc je lui dis pas, mais j'aimerais savoir comment exprimer ça à un homme sans qu'il se sente atteint dans sa virilité. Il ne sera pas forcément atteint dans sa virilité, mais vous lui dites demain matin. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pascal. Très souvent, on peut dire, écoute, si tu veux, on fera l'amour demain. Je pense que je me sentirai plus... Ce sera mieux, ça sera meilleur. Ce sera mieux, ça c'est une belle manière de le faire patienter. Et puis sinon, il y a aussi d'autres façons de le dire. Il y a la façon de dire, écoute, je suis fatiguée, j'ai juste envie de me coller à toi. Et puis voilà, je crois qu'il faut vraiment ne pas oublier, en effet, que la sexualité, ça doit être un moment de qualité. Et tout dépend de ce que vous entendez par sexualité, parce que il y a des jeux sexuels également. Si vous parlez là de pénétration, vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien lui dire, écoute, si tu as envie de te masturber sur moi, ce genre de choses, te masturber à côté de moi, écoute, de toute façon, ça va pas prendre 1 heure, enfin, j'imagine. Donc ça peut être ça aussi comme solution. Hein. Ça peut être excitant dans un couple. En fait, par exemple, on va le faire plusieurs fois dans la journée. Ouais. Et c'est avec plaisir. Ouais.
Mais parfois, je vais le soir, je suis souvent fatiguée et j'ai juste envie de dire. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il faut peut-être se servir aussi de l'humour. Il faut lui dire je suis désolée, mais ma petite foufoune ou je ne sais quoi, là, je crois qu'elle a besoin de repos. Voilà. Elle a tiré le rideau. Vous voyez. D'accord, oui. Et là, à ce moment-là, ça devient drôle entre vous, et puis ça passera tout seul. Oui. De toute façon, votre sexualité, elle n'est pas morte, donc vous n'êtes pas en danger par rapport à ça. Très bien, c'est juste que... Donc, oui, vous voulez des petits conseils. Mais à mon avis, lui aussi, s'il a fait 3 fois l'amour dans la journée, son petit bout, il est fatigué aussi. Non, ça dépend. Prétentieux. Oui, Pamela, allez-y. C'est pas la même personnalité. Moi, j'ai beaucoup de tolérance. Enfin, j'imagine que j'ai beaucoup de tolérance. Et lui, il va le prendre directement pour lui par rapport à l'être qu'il est et pas... Il va se vexer, en fait, en pensant que c'est un rejet de ma part. C'est ce que j'imagine. Hein. Je crois que c'est ce que vous imaginez. Vous avez suffisamment de rapports sexuels pour pas qu'il soit inquiet que vous soyez un peu fatigué. Et puis, je pense que vous posez trop de questions là. Oui, franchement. Affirmez-vous un petit peu et il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Amusez-vous bien surtout. Merci Pamela. Allez, au revoir. On fait une petite pause et on va retrouver notre Flore chérie qui va nous dire pourquoi les femmes gémissent au lit. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors d'abord, Pascal Neveu, on va chanter. Qu'est-ce qu'on va chanter? Happy birthday to you. Happy birthday to you, Flore. Happy birthday to you. Enfin, c'était il y a 2 jours. Merci. Mais... Oui, c'est ça. Non, c'était hier. C'était hier. Il y a 2 jours. Oui, non, exact. C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours, oui. C'était le 19 octobre, tout à fait. Mais c'est tous les jours ton anniversaire. C'est tous les jours ma fête, bien sûr. Je ne sais pas si c'est tous les jours ta fête, mais... Bon, en tout cas, grâce à vous, on va savoir pourquoi les femmes gémissent au lit. Exactement. Grâce à moi et grâce surtout à une nouvelle étude qui vient de paraître début octobre, a été menée par des scientifiques britanniques et confirme que... Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Si c'est des scientifiques qui font des études sur le sexe... Vous avez tout à fait raison. Je vais le modérer derrière. Et elle confirme que les femmes feraient plus de bruit au lit que les hommes. Mais ce que l'on retient surtout de cette étude, c'est que les gémissements des femmes sont plus un moyen de communiquer avec leur partenaire qu'un réel indicateur du plaisir pris au lit. Pour parler plus clairement, les gémissements des femmes, c'est plus une boussole qu'un thermomètre. Ça ne donne pas la température du corps, ça indique la direction du clito. Voilà, les 2 chiffres qui... C'est une boussole, c'est ça? Voilà, c'est une boussole, c'est un indicateur. Ça aide à... C'est-à-dire... J'ai pas compris. Ça aide à expliquer à son partenaire s'il faut aller plus vite, moins vite, plus haut, plus bas, dans ce sens-là. Même quand elle simule? Voilà, justement, je vais y venir. Alors, les 2 chiffres qui ressortent de cette étude sont assez éloquents. 87% des femmes auraient déjà gémi pour que leur partenaire se sente bien, en confiance, et 66% auraient déjà gémi pour que l'acte sexuel se termine beaucoup plus vite. Donc oui, là, on est clairement dans de la simulation. Cette étude n'a été réalisée que sur une petite centaine de femmes, donc vous avez raison, il faut évidemment la prendre avec des pincettes, mais ces résultats récents corroborent de nombreuses autres études faites sur les gémissements féminins. On sait ça, tout ça. Oui. Et le fait qu'ils ont plus à voir avec ce que les femmes veulent dire ou faire croire à leur partenaire que sur les secrets de leur corps. Des résultats qui montrent qu'entre communication et simulation, la frontière est très mince en matière de gémissement. On se rappelle qu'en 2019, l'IFOP arrivait avec un chiffre similaire. Environ 2/3 des Françaises admettent avoir déjà faim d'atteindre l'orgasme dans leur vie. D'autres études américaines montrent qu'une... J'avoue. Vous faites partie des 2/3. Oh bah oui. Attendez. Il y a 2/3 qui disent la vérité et 1/3 qui mentent. Hein. Voilà, et comme si on le sentait pas, nous. Alors ça, je vous assure que vous le sentez pas. Enfin, peut-être pas vous, Pascal, puisque nous n'avons jamais eu le plaisir de nous rencontrer charnellement. Mais moi, je me suis amusée avec plusieurs hommes. Ils se plantent complètement. Mais vous avez de l'expérience, c'est votre métier. Enfin, il y a eu un moment où... Non, mais c'est... Bien sûr, non, mais feindre l'orgasme, j'ai des sweeties chez Sweet Paradise qui le font extrêmement bien et je peux vous dire que c'est un métier, c'est un talent. Et ça fait partie aussi du panel des actrices pornographiques. J'ai un peu d'expérience. Vous avez raison. C'est pour ça que je voulais vous dire ça. Mais je le prends très bien, il n'y a aucun problème. Alors, il y a d'autres études américaines qui montrent qu'une femme simule plus
facilement si elle perçoit que son partenaire semble avoir des doutes sur sa virilité et même si elle a un salaire plus élevé que le sien. Pour le rassurer, il faut gémir quand on gagne bien sa vie. Oh bah dites donc. Le gémissement fin ou éprouvé devient donc parfois une arme dans certains couples hétérosexuels, une arme qui œuvre pour la paix, bien sûr, la paix des ménages, mais ne vous inquiétez pas, messieurs non plus, ce n'est pas parce que votre femme gémit qu'elle est en train de s'ennuyer au lit. Les femmes gémissent aussi pour indiquer ce qui leur fait du bien ou ce qui les excite le plus, c'est ce que je disais, la boussole, une sorte de jeu chaud-froid pour trouver la position, l'angle, le rythme qui leur convient. Elles gémissent aussi pour se mettre dans l'ambiance parce que c'est excitant et elles gémissent aussi pour inciter et inviter leur partenaire à le faire. Elles sont de plus en plus nombreuses à trouver excitant que leur partenaire exprime lui aussi son plaisir. En témoignent de nombreux articles. Pourquoi tant d'hommes sont silencieux au lit, titré Mademoiselle en 2019, ou encore Mon compagnon est silencieux au lit, est-ce inquiétant, titré Europe 1 en 2020. On rappelle qu'on sait tous se faire du bien en silence sous la couette, hommes comme femmes. Les gémissements, c'est de la communication, on le sait. Et comme les femmes jouissent d'abord par les oreilles, comme le disait Marguerite Duras, il n'y a aucune raison pour qu'elles soient les seules à se faire entendre. Bien, intéressant. Non, mais je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire. Parfois, le fait de gémir, ça nous aide aussi à se lâcher et à monter dans le plaisir. Donc, j'encourage aussi les femmes à pas retenir leur gémissement, à oser s'exprimer. C'est pas lié au matelas également. Vous savez, ceux qui étaient avec ressort, etc. C'est les matelas qui gémissent, là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une compétition entre le matelas et fini, la femme. les matelas à ressort, hein, Pascal. Ouais, mais ensuite, mais c'est pour prouver également aux voisins qu'il se passe quelque chose, non? Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années de cela. Vous oubliez les enfants dans la chambre d'à côté. Ça, c'est un vrai... Ça, en revanche, oui. Problème. Mais je me rappelle, il y a 20 ans de cela, je vais raconter une anecdote de ma vie, là où j'habitais. Tous les dimanches après-midi, dans l'immeuble, il y avait une femme qui gémissait aux alentours de 16h, etc. Mais elle hurlait bien, fenêtre ouverte, etc. Et en fait, tous les voisins, un jour, on avait ras-le-bol, on s'est mis à la fenêtre. C'était sympathique pourtant. Quand elle a gémi, qu'elle a hurlé, etc. Mais en plus, on entendait bien le battement, en tout cas le rythme du mec, sur les etc. raisons de ce gémissement. Et en fait, on a tous applaudi. Le dimanche suivant, il n'y avait plus rien. Vous voyez, vous lui avez cassé son couple. Ouais, totalement. Et vous êtes fiers. On était plusieurs. Hein. On avait ras-le-bol. Vous imaginez, même pour les enfants, l'après-midi. Attendez, dimanche après-midi, enfin ça va quoi. À 16h, je sais qu'on n'a pas le droit. Alors, on n'a plus le droit de tondre, on n'a plus le droit de gémir, mais on n'a plus le droit de rien faire le dimanche. Si la perceuse non plus. Non, mais vous avez raison, ça peut être perçu comme de l'exhibition sexuelle de faire des bruits la porte ouverte, même si on fait rien. Si les bruits sont assez explicites, avec on des peut micros, avoir tout ça, des amplificateurs, tout ça, bonne insonorisation. Non, mais on peut en effet être pris pour exhibition sexuelle, même s'il y a une petite tolérance, mais bon, faut faire attention. Alors, je voulais parler de ce livre auquel vous avez participé, Flore Chéri, ça s'appelle Indécente. Ce sont des différentes femmes qui ont écrit des nouvelles. Ça s'appelle Histoire érotique au féminin aux éditions de la Musardine. Alors d'abord, vous parlez d'exhibition, Flore Chéri. Oui. J'ai lu votre nouvelle que j'ai trouvée très, très chouette. J'aime beaucoup la fin, justement, où tout d'un coup, par inadvertance, vous appuyez sur le bouton, ça relève le store et c'est en plein milieu d'une fête, d'une garden party, et donc tout le monde voit ce qui se passe. D'accord, ok. Voilà, c'est une très jolie nouvelle, donc félicitations. J'en ai lu 2-3 autres, notamment celle de Michel Larue, que j'ai bien aimée aussi, qui se termine aussi avec un... J'aime bien parce que c'est... Faut pas raconter la fin. Non, mais attendez... Spoiler, là. Je ne dis plus rien alors. C'est vrai que l'intérêt des nouvelles, c'est souvent la fin, la dernière partie, c'est la chute. Quoi. Voilà, c'est la chute qui est intéressante. Et dans celle de Michel Larue, je trouve que la chute est très intéressante aussi. Bref, donc voilà, c'est un joli livre avec différentes nouvelles, toutes forcément différentes, hein, puisque c'est des auteurs différents. Mais c'est que des femmes. Et plus j'avance... Pourquoi que des femmes? Mais parce que c'est les 5 ans de MeToo. Ouais, d'accord. Et oui. Hélas. Oui. Non, mais on avait une discussion sur est-ce que les femmes et les hommes écrivent différemment sur la sexualité. Ouais. Et moi, j'ai quand même... Je peux défendre le non, mais je peux aussi défendre le oui. Et je défends de plus en plus le oui. C'est-à-dire qu'il y a une écriture qui est moins dans la description de l'acte ou dans la description des personnages et un peu plus dans
la psychologie des persos ou des trucs un peu plus trash ou de la situation un peu plus intéressante. Je trouve aussi qu'il y a plus de variété dans l'écriture érotique des femmes. C'est beaucoup plus varié. Après, il y a des hommes qui ont beaucoup d'imagination, hein, bien sûr. Mais franchement, je pense que ça voudrait dire ce que je pense depuis toujours, c'est que la sexualité féminine, si elle se libère, elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus variée que la sexualité masculine, me semble-t-il. Hein. Les romans érotiques écrits par des femmes se vendent davantage que ceux écrits par des hommes. Et certains hommes écrivent même sous pseudo féminin pour vendre des livres. Oui, parce que ça peut être un argument, peut être un argument marketing. Ouais. Oui. Oui, parce que Esperbeck, il a vendu des millions d'exemplaires. Hein. C'est un auteur très crash et qui écrit depuis pas mal de temps. Et Barbara Cartland, en fait, était un homme. C'est pas tout à fait de la littérature vous avez érotique. compris. Je comprends l'humour, mais... Bon, en tout cas, voilà, ça s'appelle Indécente, c'est aux éditions de La Musardine. C'est pas mal aussi pour faire fonctionner un petit peu son imaginaire. Moi, je suis assez... je conseille aux femmes qui, justement, sont peut-être un peu bloquées de lire de la... Puis on s'approche de Noël. Érotique. Oui, et alors Ça peut faire un cadeau. Un cadeau, et auprès du feu, de cheminée, etc. Quand les enfants sont pas là, on peut faire plein de choses. D'accord. Avec une peau de bête. Non, j'allais dire des grosses bêtises, mais donc je ne dirai rien. Merci Flore Chérie, en tout cas. Merci beaucoup. On retrouve Bruno maintenant pour ses questions intimes. Bruno, est-ce que vous pensez qu'un homme est capable de découvrir si une femme simule ou pas? Oui, bonjour à votre invité. Bonjour Bruno. Je sais pas, je ne saurais pas quoi vous dire. Eh bien, j'apprécie votre humilité, Bruno. Non, je pense que ça serait présomptueux de ma part de dire oui, effectivement, je sais que. Non, je pense pas. Vous auriez dû être de mon côté et dire oui, on sait. Non, mais déjà dans d'autres actes que l'amour, le mensonge est des fois difficile à cerner, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais. Bah oui. Ah oui, ça rejoint le mensonge, oui, on est d'accord. Pas forcément. C'est un mensonge par omission. Oui, d'accord. C'est pour pas faire de mal à l'homme. Enfin, non. Mais oui, on peut toujours tout excuser, effectivement. Mais... Deuxième question, Bruno. Est-ce que vous préférez utiliser vos mains ou votre bouche ou votre pénis quand vous avez une relation sexuelle? Faites-moi votre trio. Oui, trio, oui, l'idée n'est pas inintéressante. Si on pourrait mettre dans l'ordre, ça serait les mains, la bouche et le pénis. Ah bon? Eh bien, écoutez, je ne savais pas que vous étiez un manuel. Non, mais moi, j'avais une autre image au début de la question. Entre la main et la bouche, je me disais, bon, il faut être hyper souple pour pratiquer une autofellation, etc. Donc, j'avais une idée, bon. Mais Pascal, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Mais non, mais depuis tout à l'heure, de toute façon, vous ne parlez que de sexe. Donc, mais moi, je ne parle que de sexe. C'est comme ça qu'on me reconnaît, d'ailleurs. C'est peut-être la voisine qui l'entendait crier les dimanches, là, qui doit amener à faire de l'autofellation. Oui. Ah, voilà, vous avez raison, Bruno. Il a été marqué et il s'en remet pas. Je suis traumatisé. C'est la faute à la voisine. Il ne s'en remettra jamais. Bon, et dernière question, Bruno. Est-ce que vous avez un bon rapport avec le préservatif? C'est moins bien que la norme dans la réalité. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est moins bien. Mais bien. c'est incontournable, vu le fonctionnement de la vie sexuelle actuelle, c'est incontournable, donc on fait avec. Bravo. Bah écoutez, moi je trouve que Bruno est à l'aise dans sa sexualité. Ouais. Je lui donne un bon point. Ah bah merci pour un bon point. Il en faut 10 pour avoir une image. D'accord, bon. Encore une émission. Ça commence. Allez, vous pouvez poser une question à Pascal Neveu. Oh là, je suis pas sûr de répondre. N'hésitez pas. Il m'inquiète là, avec cette histoire d'autofellation. Je voulais savoir s'il avait déjà essayé ou si en l'occurrence, il avait réussi. Non, j'ai jamais essayé, mais je connais des gens qui l'ont fait, oui. D'accord. Ah bah écoutez. Est-ce qu'ils étaient très souples ou un long pénis? Je pense qu'il faut les deux. Non, ça m'était jamais passé par l'esprit. C'est voilà. Non, cela dit, j'ai déjà vu ça. C'est franchement un peu. C'est un peu bizarre, je trouve. Enfin bon, pourquoi pas. En tout cas, un autocunis, ça me paraît impossible.
N'est-ce pas? Oui, on vient d'élever le débat là. Bon, on va faire une pause et on va redescendre. Oui, autant se rendre service, d'accord. Bon, allez, on va en rester là, on va faire une petite pause et on va redevenir sérieux. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Revenons sur le sujet du jour. Pascal Neveu, peut-on vivre en couple sans sexualité? Est-ce que la sexualité est indispensable pour le bien-être du couple? Et c'est Thierry qui témoigne et qui, à mon avis, sera d'accord avec ce qu'on disait en introduction. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte. Et Bonjour Pascal. Bonjour. Donc en effet, vous aussi, vous avez besoin de sexualité. C'est un besoin pour vous? Tout à fait, ouais. C'est un gros besoin. Ouais. Mais il faut assumer ses besoins. Je crois qu'il n'y a pas de jugement de valeur. On a le droit d'avoir besoin de beaucoup de sexe, comme on a besoin de faire beaucoup de sport, comme on a besoin de beaucoup dormir. C'est exactement ce à quoi je pensais en fait. Oui. C'est vraiment un truc qui, comme le sport, il arrive une envie comme ça, envie d'aller courir, envie du travail, on a envie de sa femme et voilà. Par contre, c'est pas compris par tout le monde. Non, je sais, mais vous êtes d'accord, Pascal Neveu, c'est quand même terrible. On va accepter quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de sport ou beaucoup dormir. On va quand même juger un peu, surtout si c'est un homme, enfin quoi que les femmes aussi. Oui, mais ensuite, il y a l'addiction au sexe. On est sur tout à fait autre chose. Là, je pense pas que vous soyez dans l'addiction. Mais quand vous disiez à l'instant, Thierry, que c'est pas accepté par les autres, j'imagine que vous racontez pas votre sexualité à vos amis. Non, je parle d'expérience vécue avec des femmes. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Oui, vous parlez de partenaires. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui vous ont, je vais dire entre guillemets, jugé pervers parce que vous étiez très demandeur. Alors, pas pervers, mais... Obsédé? Il y en a... ouais, mais c'est gentiment, t'es obsédé, tu penses qu'à ça, t'es demandeur. Mais alors, attention, je peux expliquer en détail. C'est assez marrant, parce qu'au départ, c'est la femme qui dit « Oh, moi, j'en ai besoin. Ouais. » Et quand vous dites « Ah, enfin, j'ai trouvé la bonne personne, mon équilibre. Au bout de 3 mois, c'est « Oh, ouais, mais je suis fatigué, t'es vachement demandeur. » Où est la limite, en fait? C'est 1 fois, 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a réellement une chute de fréquence de rapports sexuels. Ça a été divisé par 2, voire 3, au bout de 2-3 mois. Disons qu'au début, c'était ouais, tu vas voir. Donc tout va bien, voilà, tout se passait bien. Et puis au bout de 3 mois, ouais, c'est vraiment fatigué. Toujours ces petits trucs, quoi. Comment vous l'avez vécu, justement? Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Comme beaucoup de monde, je pense, c'est au début vous prenez sur vous, mais à l'intérieur c'est frustrant, quoi. Oui, c'est frustrant. Alors 1 fois, 2 fois, ça va. Vous dites bon, il m'est arrivé, si vous voulez, de tomber sur des femmes où je me disais bon je masturbais. Oui, c'est ça. Ouais. Vous le faisiez? J'avais l'accord en fait. Ah, vous leur demandiez? Oui, j'avais l'accord. Ah ouais, je demandais. Pourquoi vous leur demandiez? C'est votre corps? Parce qu'il y en a eu des fois, il y a des femmes qui ont mal pris que je me masturbe. Alors mais vous vous masturbiez avec elle ou devant elle ou... Avec elle. Ah oui, d'accord. Donc c'est normal de lui. Okay. Dans ce cas-là, c'est normal de leur demander, bien sûr. C'était dans le sens, je suis fatigué, non, je peux pas. Donc embrasse-moi, je me masturbe, ok. Voilà. 3 fois, et puis voilà, après, quand vous voyez pas de la semaine, vous voyez que le week-end. Cela dit, Thierry, je le dis pas spécialement pour vous, mais je le dis pour ceux qui écoutent, ça peut être assez dégradant pour une femme de subir la masturbation de son mec à côté. On a un peu l'impression quand même d'être à ce moment-là un objet qui sert. C'est particulier. Hein. Oui, je pense qu'il faut faire attention. On peut accepter une fois de temps en temps pour faire plaisir. Quand c'est trop systématique, je pense pas que ce soit une bonne manière d'entretenir la libido du couple. Non, alors Brigitte, c'est pas systématique, mais vous disiez ça peut être frustrant pour la femme. Moi, en tant qu'homme, quand une femme me dit je ne jouis qu'avec mon sextoy, c'est très aussi frustrant, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, encore une fois, je pense que dans un couple, il faut qu'il y ait quand même un minimum de sexualité. On peut pas, une femme qui refuse tout le temps de faire l'amour à son homme, c'est un problème. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, c'était le sujet de départ. Hein. C'est vrai que j'étais marié qu'1 fois.
pourquoi d'ailleurs. Parce que c'était une femme qui n'aimait pas grand-chose. Elle s'interdisait pas mal de choses. Ah, je suis pas assez s'interdire, je sais pas. C'était j'aime pas la fellation, j'aime pas le cunnilingus. Elle aimait pas le dans sexe, tous les c'est sens, en tout. tant qu'homme, vous dites waouh. Non, mais je vais faire quoi c'est pour ça qu'il faudrait, quand on épouse quelqu'un, de faire d'abord un questionnaire sur la compatibilité sexuelle. Faut se tester sexuellement. Ouais, après c'est ce que je faisais. J'avais été sur un site de rencontre, donc c'est plus ouvert, on parlait de sexe. Mais même là, il y a beaucoup de... Alors je sais pas dans l'autre sens comment ça se passe, il y a beaucoup de femmes qui vous disent « Oh ouais, moi t'inquiète, je suis très ouverte ». Ouais. Et qui en fait, une fois, 2 fois, puis après vous voyez que c'est... la personne n'est pas à l'aise, ou c'est pas... Finalement, c'est pas son truc. Et là, vous retournez, il y a toujours pareil. Oui, mais en même temps, Thierry, c'est aussi une question d'alchimie. Il y a des femmes qui peuvent peut-être aimer faire l'amour avec d'autres hommes et pas avec vous, et de même que vous êtes mais tout à fait. Ça je l'entends. C'est aussi la manière dont les corps se parlent. Puis les sites de rencontres, c'est souvent un média, si je puis dire, de fantasmes sans passage à l'acte, sans rencontre. Et puis il y a des faux profils. On avait fait une émission, je crois, sur le sujet. Donc, il y a de tout. Oui, puis il y a des gens, en revanche, extrêmement sérieux, etc., et qui sont totalement fidèles à ce qu'ils... Après, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Brigitte, c'est que quelles que soient les envies, c'est sûr que c'est une alchimie. Vous pouvez avoir toutes les envies du monde, s'il n'y a pas ce truc que vous ne ressentez pas... Et vous... Je suis désolé, en tant qu'homme, je l'avoue, j'ai fait l'amour à des femmes en pensant à une autre, parce que voilà, et il me disait, en fait, elle me plaît pas, et on peut dire vous vous forcez. Et vous avez été infidèle ou pas? Parce qu'il y avait ces frustrations sexuelles. À chaque fois. Ouais, d'accord. Ouais. Chaque histoire que j'ai eue qui n'était pas... Et vous avez l'impression, comme ça, en prenant de l'âge, que votre libido se calme un peu ou pas? Là, en ce moment, non. Non. Là, maintenant, non. Non, mais ça dépend des hommes. Hein. Vous avez quel âge? 52. D'accord, ouais, vous êtes jeune. Oui, 52. Ouais, normalement, 52, ça peut commencer, ça peut se calmer. On dit souvent que jusqu'à 30 ans, l'homme est vraiment dans des besoins sexuels beaucoup plus forts, et puis qu'à partir de 30-35 ans, ça commence à diminuer. Mais en effet, de toute façon, il y a tout, hein, et je crois que c'est à chacun de se connaître et de se respecter, encore une fois. Hein. Moi, je suis célibataire depuis une semaine. Parce que là, par contre, je suis tombé sur quelqu'un d'assez on va dire très spécial, moi en tant qu'homme, hein, pour moi c'était très 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 spécial. C'est-à-dire alors c'était quelqu'un en fait qui analysait beaucoup et qui tout de suite a, si vous voulez, a su les mots que j'attendais et ce que j'attendais. Ouais. Et elle en a joué, elle s'est dit, tiens, la première fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je suis ta poupée, je serai la femme de ta vie, vous êtes aux anges, vous dites, tiens. Mais au premier rapport, elle vous sort une trousse de toilette avec des sextoys dedans et elle vous dit, je vais te mettre un dans l'anus. Bon, j'ai beau avoir 52 ans, la première fois, ça fait plus peur qu'autre chose, quoi. Vous vous dites, là, on est sur un cas, quoi. C'est une entrée en matière, effectivement, voilà, sans jeu de mots. Et en plus, je vais vous entendre dire, non, mais celui d'avant, il aimait. Oui, mais attends... Faut s'adapter, faut s'adapter. Et il faut se respecter. Non, mais attendez, quand je dis il faut s'adapter, elle devait s'adapter et vous vous êtes respecté. Bon, c'est pas votre truc. On peut comprendre la surprise, oui, d'accord. Et donc vous avez pris un petit peu peur et vous êtes dit, bon, celle-là, je vais peut-être passer mon chemin. C'est bien ça. Bon, ça a duré quelques mois, mais c'est pareil, je sais que ça a beaucoup joué, en fait. Hein. Toujours la même histoire, en fait. Hein. Eh oui. Bon, écoutez, merci en tout cas Thierry de votre témoignage. On va faire la petite pause pour les infos. Petite devinette quand même, Pascal Neveu. La fameuse. J'ai mes raisons d'avoir tort, mais pourquoi je ne peux pas vous donner mes raisons d'avoir tort Pascal Neveu, la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Pascal Neveu, psychothérapeute. Nous évoquons le sexe dans le couple. Peut-on vivre sans sexualité? Je crois que pour l'instant, la réponse est non. Nous avons encore 1 heure peut-être pour faire évoluer la réponse. On verra bien. La devinette, j'ai mes raisons d'avoir tort, mais pourquoi je ne peux pas vous le donner?
Je suis plus fort en blague carambar, parce que vos devinettes, à chaque fois... mais si je reconnais que j'ai tort, j'aurais pas raison d'avoir tort. Je crois que ça vous... Là, ça me dépasse, mais totalement. Alors, je recommence. J'ai compris maintenant. Mais... J'ai mes raisons d'avoir tort, mais je ne peux pas vous les donner, parce que ce serait reconnaître que j'ai tort. Voilà. Ça vous paraît clair? C'était aussi bête que ça, j'allais dire autre chose. Mais... C'est tout à fait bête, je suis bien d'accord, mais je n'ai jamais dit que mes devinettes étaient intelligentes. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Merci d'être avec nous Claire. Donc vous avez une relation qui dure depuis 4 ans, dans laquelle il y a peu de relations sexuelles. Hein. Voilà, c'est ça. Alors pour faire un petit récap de la relation, on s'est connus au départ en tant que sex friend, donc de ce côté-là tout fonctionnait bien. Ouais. Et puis on s'est installés ensemble il y a 4 ans. Et depuis, c'est vrai que la vie s'est un petit peu pépérisée, on va dire, et les relations sexuelles se sont espacées au fil du temps. Alors il y en a toujours un petit peu, hein, mais c'est pas suffisant pour vous, vous diriez? J'aimerais que ce soit plus fréquent. Alors pas tant sur la relation sexuelle en elle-même, mais je dirais plus au niveau de la séduction. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, mais là c'est plus au niveau de la séduction que j'aimerais qu'il y ait. Oui, mais ça je l'entends bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, tout est acquis et il fait plus tellement d'efforts au sens de la séduction justement. Voilà, c'est ça. Après, ce que je tenais à dire, et un point important pour moi, je fais bien le distinguo entre l'amour et le sexe. Ouais. Pour moi, c'est des choses qui peuvent être complètement dissociées. Dans ma relation actuelle, j'ai pas besoin qu'il me fasse l'amour pour me sentir aimée. Il est à mes petits soins au quotidien, dans mon plaisir, pas sexuel, mais dans mon plaisir de tous les jours. Je suis vraiment au cœur de ses pensées. Donc voilà, je pense que c'est ce qui me permet d'accepter la situation, parce que j'ai déjà essayé de discuter plein de fois avec lui pour savoir le comment du pourquoi, sans avoir réellement de réponse. Et au final, je pense que c'est dans sa personnalité, il est comme ça, soit je l'accepte, soit je le quitte. Mais la relation du quotidien fait que je tiens énormément à lui, et ça permet de combler justement ce manque d'appétit sexuel, quoi. Oui, tout dépend encore une fois de la frustration, si elle est énorme ou pas. C'est-à-dire que si par exemple vous faites l'amour une fois tous les 6 mois alors que vous aimeriez le faire une fois par mois, c'est difficile. Après, si vous faites un peu moins l'amour que ce que vous aimeriez, si c'est compensé par une relation qui va vraiment bien, ça marche. Hein. Voilà, si on parle de chiffres, ça se compte par mois, ça se compte pas par semaine. On va dire 1 à 2 fois par mois. Le principal, c'est qu'il en ait envie sur ce moment-là, parce que je connais tout un couple où généralement la femme se force à avoir des relations fréquentes, et je vois pas forcément l'intérêt s'il n'y a pas d'envie réelle, quoi. C'est ce que je disais au début, hein. Il faut pas que la femme se force. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu pas mal de relations dans ma vie, et il y a eu des relations où c'était matin et soir systématiquement, et au final ça m'apportait rien puisque c'est devenu systématique, quoi. Il y avait pas ce déclenchement, cette envie qui était là. Et c'est pour ça que vous parliez de séduction, justement. Ce qui vous manque le plus, finalement, c'est le sentiment d'être désiré et d'être un vrai sujet dans la relation. Et de se dire à un moment donné, là j'ai envie, on a envie tous les deux. Oui, tout à fait, c'est ça. Après, j'ai eu des anciennes relations qui sont revenues me voir en me faisant des propositions. J'avoue que j'ai été tentée, mais par respect pour lui, je veux pas, et je sais qu'au final, ce serait juste du sexe, et juste du sexe, pour avoir déjà testé, je sais que ce sera pas quelque chose qui va me combler. Ça donnera pas beaucoup de sens. Il le craint que vous alliez voir ailleurs. Je ne pense pas, parce que j'ai mis les pieds dans le plat et je lui ai dit, il y a une certaine période où je comprenais pas pourquoi ça se déroulait comme ça, et je lui ai dit, clairement, je te laisse 1 semaine pour aller voir quelqu'un, parce que sinon, moi, je vais voir ailleurs. Et ça n'a rien déclenché chez lui, donc je pense qu'il sait que j'en suis capable, hein, puisque
j'ai eu des relations avec lui alors que j'étais avec quelqu'un d'autre, donc il sait que j'en suis capable, mais je pense pas que ça lui fasse plus peur que ça. Il m'a dit que ça lui ferait beaucoup de mal si je le faisais. Mais je crois, Claire, qu'il y a quelque chose qu'il faut entendre, c'est que ce serait plus douloureux pour lui d'aller travailler un petit peu justement sa libido et comprendre pourquoi il renonce un peu à la sexualité. Ce serait plus douloureux que de rester comme ça, parce que finalement vous lui avez dit ça, mais c'est une menace en l'air. Hein. Oui, complètement. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de gens pour qui la remise en question est pas évidente. Exactement. Après, je comprends complètement. Hein. Il y a des plaies qu'on n'a pas envie de réouvrir parfois. Et bon, voilà, je pense qu'on a trouvé un statu quo et un certain équilibre dans notre relation maintenant. Qui pour l'instant va bien, même si on sent quand même qu'il y a quand même une frustration. Et ce qui risque de se passer, c'est que un jour quelqu'un va vous faire un beau compliment qui va se continuer par de la séduction, et là vous risquez peut-être de... Est-ce que vous avez quel âge et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Là j'ai 44 ans, et on vit ensemble depuis 4 ans. D'accord, ok. Ouais. Et vous vous connaissez depuis combien de temps? On se connaît depuis 7 ans. D'accord. Oui, donc vous vous mettez ensemble après 3 ans. Oui, donc c'est... Oui. Tout ça est assez... Après, dans n'importe quel couple, hein, je veux dire, le risque est toujours là. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, c'est le risque, c'est la vie. Oui, dans n'importe quel couple, bien sûr, mais enfin, on sait très bien que souvent les infidélités arrivent quand il y a un peu de vide, hein. Un déséquilibre. Quand il y a du manque, quand il y a un déséquilibre. Hein, Et vous êtes dans une tranche d'âge où, effectivement, il y a majoritairement des infidélités. Oui, bon, moi j'ai connu ça plutôt. Moi, j'ai fait ma crise de 40 ans à 30 ans. Donc, vous étiez très en avance. Voilà, c'est ça. Donc là, vous faites votre crise de la cinquantaine, c'est ça, non? On verra, j'attends de voir. Peut-être des surprises qui vont arriver. Ouais. Mais non, après, j'essaie de prendre ça avec philosophie et vraiment ce qui m'apporte au quotidien comble quelque part, même si faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, voilà, il y a rien de mieux. Ouais. Voilà, pour l'instant, on a trouvé notre équilibre comme ça. Vous avez le même âge tous les deux? Oui. D'accord. Bon, en même temps, vous avez quand même une sexualité qui a l'air d'être satisfaisante. Elle n'est pas assez fréquente à votre goût, mais elle est satisfaisante. Oui. Bon. Après, si un jour il venait à me dire plus jamais on fait l'amour, j'essaierai de trouver un moyen, soit en accord avec lui, soit si pas en accord, ça posera problème. Mais si plus de relation du tout, oui, il faudrait qu'il m'autorise à faire autre chose. Ouais, mais il faudrait quand même qu'il interroge les raisons pour lesquelles il bloque, entre guillemets, sa sexualité alors qu'il a 44 ans. Vous êtes jeune, vous êtes en pleine vivacité sexuelle. Alors, comme le disait Brigitte tout à l'heure, peut-être moins qu'à 30 ans, mais à 40, 45 ans, c'est quand même les meilleures périodes où justement, sexualité, elle s'affine encore davantage, on s'autorise encore davantage de choses. Oui, mais après, ma demande va dans le sens-là, qu'il essaie de trouver. Alors, moi, j'ai pas réussi, mais je voulais qu'il aille voir un thérapeute qui puisse l'aider à mettre le doigt sur ce qui bloquait. Et bon, a priori, voilà, j'ai pas eu de réponse positive sur ce sujet-là. Ouais, c'est compliqué. C'est plus compliqué pour les hommes que pour les femmes, d'ailleurs, d'aller aborder ces sujets. Tellement, ouais. Oui, mais il y a aussi la question du désir, en fait. Est-ce qu'il ne vous désire plus autant? Est-ce qu'il ne désire plus autant? Vous voyez, c'est tout ça qu'il pourrait aller un petit peu travailler. Parce que c'est toujours la question que je pose dans un couple quand il y a une différence de besoin, enfin, ou d'envie, qu'apporte le mot qu'on y met. Il faut toujours comprendre si c'est parce que la personne elle a une libido qui s'est complètement un petit peu éteinte, et que voilà, ou si c'est parce que la relation s'est tellement installée sur le plan de l'amitié, justement, ça, et plus du tout de l'attraction. Parce que moi, ce qui m'ennuie dans ce que vous racontez, c'est qu'il vous séduit plus assez, et ça me paraît presque plus grave, en effet.
Oui, oui. Comme si vous étiez devenue sa chose, vous êtes acquise. Et Alors puis, que vous êtes un jeune couple en plus. Hein. Et voilà, donc c'est ça qui est embêtant parce que ça. Je pense pas que ce soit vraiment être devenu sa chose. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de personnalité derrière et que peu importe les partenaires qu'il a pu avoir dans sa vie. Oui, mais je dis pas qu'il ferait pas pareil avec une autre femme. Je sais pas. Vous voyez, je pense simplement que vous êtes, c'est acquis, vous êtes ensemble et puis donc il y a quelque chose qui, vous voyez, il a mis ses pantoufles quoi. Oh oui. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire quand je dis. Au sens propre comme au sens figuré. Mais, ah oui, c'est vrai. Mais vous voyez, et c'est ça qui est ennuyeux parce que du coup, on se surprend plus, on se fait plus de surprises, on se séduit plus, et puis on devient un vieux couple à vitesse grand V, quoi. Il mène une vie pépère. Oui, je pense que c'est le bon mot. Il a ses petites habitudes, faut manger à telle heure, le week-end on fait telle chose, etc. Alors pas pour le repas, mais oui, en général, oui, il a ses petites habitudes et ça vient aussi de l'histoire familiale. Hein. Les parents sont comme ça aussi. Certes, mais voyez, attention, bousculez-le, il faut le bousculer parce que dans 5 ans, ça sera même le pyjama pilou-pilou. Hein. Pilou-pilou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il est chauffeur-livreur. D'accord. Ouais, donc ça demande quand même. Oui, il est certainement fatigué, etc. Oui, mais je pense pas que c'est pas de la fatigue physique. Hein. C'est une libido qui est pas très présente. Oui, mais encore une fois, ça, on a des libidos plus ou moins fortes suivant les individus. C'est pas tellement ça. Mais on peut quand même continuer à avoir un peu d'attention pour l'autre, même si. Et c'est ça que je reproche quand même souvent aux hommes. Quand ils se mettent un petit peu à... Bon, ça y est, c'est acquis, on est tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de surprises dans le couple. On fait plus d'efforts. Il vous fait des surprises de temps en temps ou pas ? Non. Généralement, c'est moi qui ai l'initiative. Bien sûr. Ouais, d'accord. C'est un grand classique. Hein. Oui, c'est ça. Après, c'est un passif. Non, mais il faut le secouer, là, Claire. Secouez-le. Oui. Hein. Votre mari, c'est Orangina, il faut le secouer. C'est ça. Sinon, la pulpe. Ouais, la pulpe va ressortir. Ça va exploser quand vous allez ouvrir la bouteille, vous allez voir. Tonton d'expérience. Merci en tout cas, Claire. Allez, bon courage. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on fait une petite pause et on va revenir comme tous les vendredis sur les rêves. C'est Caroline qui va nous raconter son rêve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors évidemment, comme tout psychanalyste, Pascal Neveu, vous savez que les rêves parlent de nous et c'est toujours intéressant de les comprendre. Avant de donner la parole à Caroline, je voulais revenir sur les rêves et la sexualité. Évidemment, dans nos rêves, il y a souvent des symboles sexuels. Mais quoi de plus normal puisque la vie... c'est du désir, elle est faite de désir. Hein. Et puis, nos cellules intérieures, forcément, eh bien, elles se renouvellent, elles sont sexuées, si je puis dire. Donc, voilà. Exactement. On est animé par le sexe. Bon, mais il faut bien comprendre dans les rêves la sexualité au sens de la libido. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, Freud et Jung avaient une vision un peu différente pour le premier. Hein. Pour Freud, les désirs sont le plus souvent refoulés. Pour Jung, les images du rêve, ça désigne souvent quelque chose de plus profond, de plus symbolique, etc. En tout cas, moi, j'ai juste envie de dire que notre moi conscient, quand on est en éveil, se trouve souvent confronté à des hésitations par rapport à la libido, des difficultés, des contradictions, tandis que le moi onirique, il va nous proposer des solutions qui sont assez faciles. Voilà, maintenant, faut-il encore les accepter ? Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller vers ce qu'ils désirent le plus profondément, par peur, par éducation, par culture, etc. Et ils peuvent, dans leurs rêves, y accéder. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans les rêves qui pourraient être un peu sexuels ou érotiques. Oh, c'est 2-3% des rêves, simplement. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours assez drôle. Et exactement. Enfin, moi, j'irais plus, mais moi, je dois être un cas à part. Bonjour Caroline. Je parle de moyenne. Bonjour Brigitte et bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Alors, vous avez fait longtemps un rêve qui vous a marqué, donc allez-y, racontez-nous. Oui, alors c'était un rêve que je faisais assez régulièrement. C'était ma grand-mère qui apparaissait dans mes rêves. Et quand elle apparaissait, tout d'un coup, je m'étouffais. Je m'étouffais dans ce rêve. Et je ne pouvais plus ni appeler,
ni lever le bras pour allumer la lumière. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais que subir. Voilà, et c'était très, très angoissant. Et donc, comme je l'avais fait plusieurs fois, il m'était arrivé de quand je voyais ma grand-mère dans mon rêve, de me dire vite, 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 il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Et je me réveillais. Voilà, c'était pour moi quelque chose de très, très angoissant. Alors, ça c'est vrai qu'il y a parfois, quand on fait un rêve qui est plutôt de l'ordre du cauchemar, en l'occurrence, il peut y avoir une nécessité de se réveiller, hein, comme si ça devenait difficile à supporter. Oui, je me réveillais. Oui. Donc ça c'est relativement logique, hein. Il y a rien à interpréter là-dessus. En revanche, est-ce qu'elle est morte, votre grand-mère, ou pas? Elle est décédée. Donc vous faites ce rêve après qu'elle soit décédée? Après qu'elle soit décédée, bien sûr, oui. Oui. Moi, je pense que ce rêve, c'est tout simplement une angoisse de mort, hein, que ce rêve traduit. Ah bon? Quand vous dites que vous étouffiez, vous Dans étouffiez comment? Oui, vous étouffiez comment? Je n'arrivais plus à respirer. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Mais il n'y avait pas d'action de votre grand-mère pour vous étouffer? Non, okay. elle, je la voyais dans mon rêve, et puis je m'étouffais vraiment. Hein, et donc ça me réveillait un peu, mais je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, à parler. Je ne pouvais pas crier, et je ne pouvais pas étendre le bras pour allumer la lumière. Ah bon? C'est normal parce que vous êtes en pleine phase paradoxale à ce moment-là. Donc c'est le corps qui est de toute façon totalement tétanisé. Et quoi qu'il en soit, les rêves, on s'en rappelle juste dans la période avant un éveil. Donc c'est normal que vous vous éveillez, mais juste après. Ensuite, voilà, le corps, il est bloqué à ce moment-là. Mais il est possible... Alors, deux questions. Vous n'avez pas de problème d'apnée? Si, je suis asthmatique. Eh ben voilà, ok, d'accord. Deuxième point, quel rapport, quelle relation vous aviez avec votre grand-mère? Bien. Ouais. C'est une personne que j'aimais, avec laquelle on avait de bonnes relations. Mais peut-être que vers la fin, on s'est un peu éloigné. Ah ouais? Et vous avez quel âge quand vous perdez votre grand-mère? Oh, il y a quelques années, il doit y avoir 5 ans maintenant. Et vous aviez quel âge donc? Et j'avais donc 45 ans. Oui, d'accord. Moi je crois, hein, vous savez, quand on perd un être cher, et je suppose que c'était quelqu'un de très, très fort sur le plan de l'affection pour vous. Hein, c'est peut-être même la première personne que vous aimiez vraiment, que vous avez perdue? Ah, j'avais beaucoup d'affection. Oui, pour mais elle, non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu le deuil de quelqu'un avant elle, que vous aimiez vraiment beaucoup? Non. Donc, vous voyez, ça confirme donc mon analyse. Cette personne, c'est la première fois que dans votre existence, vous perdez quelqu'un qui était très important pour vous. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à cette notion que la vie, elle s'arrête à un moment donné. La vie et la mort se conjuguent. Et donc, quelque part, ce rêve vous a certainement fait prendre conscience que vous pouviez, vous aussi, un jour partir. Et c'est assez angoissant quand même, ça, quand on le prend vraiment de plein fouet. Bon, on sait intellectuellement qu'on va mourir. Mais quand on le ressent dans sa chair, ça fait pas tout à fait la même chose. Et je pense que ce rêve, quelque part, qui est pas assez proche du cauchemar et qui est récurrent, c'est un rêve qui vous a fait prendre conscience que vous savez que vous allez un jour mourir. Alors on le sait tous, mais là vous l'avez senti dans votre chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'autant plus que vous preniez conscience que la vie est courte et que votre rêve, il vous dit, profite de la vie, vis ce que tu as à vivre, profites-en. Et si en plus vous avez de l'asthme, sur un plan symbolique, ça veut dire que justement vous ne savez pas vivre en respirant pleinement la vie. Ah, ça c'est sûr. Et voilà, votre rêve, il vous dit qu'il faut vivre les choses, les vivre pleinement et oser vivre vos désirs, parce que de toute façon, personne ne les vivra à votre place. Et votre grand-mère, en partant, vous a fait prendre conscience de ça. J'ai deux questions à vous poser, puisque c'est un rêve récurrent. Première question, est-ce que c'est toujours le même lieu où vous vous retrouvez face à votre grand-mère? Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Et puis, deuxième question, de quoi est décédée votre grand-mère?
Elle avait un diabète très prononcé, très prononcé. D'accord. Et donc, mais elle vous dit quelque chose? C'est toujours dans le même lieu? Elle me dit pas quelque chose, mais elle paraît hostile. D'accord. C'est ça qui est, oui. Mais vous disiez tout à l'heure que vous étiez un petit peu éloigné d'elle. Oui, il y a quelques années, on s'est un petit peu éloigné. Oui, bon, c'est sûr, oui. Mais éloigné, mais pas fâché. Pas fâché, non, pas fâché, mais on s'était éloigné, on se voyait beaucoup moins. D'accord. Bon, vous avez des pistes d'interprétation en tout cas là. Pardon? Vous avez des pistes d'interprétation en tout cas. Il n'y a que le rêveur qui peut interpréter son rêve. Bien sûr, c'est avec ce qu'on vous a dit, vous prendrez ce qui vous paraît avoir du sens pour vous. Évidemment. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil et puis bien sûr on continuera à évoquer les relations sans sexualité et on va parler d'un joli roman que j'ai reçu récemment qui s'appelle La Doublure avec Mélissa d'Acosta. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Pascal Neveu, on va parler des disputes. On va interpréter les disputes. Bon, on va se disputer, là. Si vous voulez, ouais, allons-y. C'est vrai, on aimerait bien vivre en couple et ne jamais se disputer, mais c'est plutôt impossible et ça pourrait même signifier une certaine indifférence. Et je dirais même qu'un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple qui est en danger. C'est salutaire, les disputes, parce qu'il y a des moments où il faut bien mettre un peu les choses à plat. Bah si, je parle pas des conflits permanents et. Oh, d'accord. Enfin, si, moi je crois qu'un couple qui ne se dispute jamais, c'est quand même un couple qui est un danger. Enfin bref, en tout cas, une dispute, il faut l'interpréter. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permettra d'éviter les disputes trop violentes. Et puis elles sont également révélatrices de ce qui ne va pas et de ce qui va, puisque une dispute, quand elle a été dépassée, ça va réunir le couple, parce qu'une dispute, c'est pas le signe d'un manque d'amour, c'est le signe d'un dysfonctionnement dans la relation. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Donc, d'où l'importance quand même de se disputer, parce qu'il y a toujours des dysfonctionnements dans une relation. Je sais pas. Bon, j'ai pas connu. Vous avez décidé de vous disputer, j'ai bien compris. Bref, en tout cas, une dispute, ça parle de nous, ça parle de nos blessures, de notre insatisfaction. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre ce qui se passe dans la dispute. Et souvent, la dispute, c'est une colère qui n'a pas été exprimée. Si on sait se respecter et qu'on dit toujours tout ce qui va pas avant que ça déborde, en général, il n'y a pas de dispute. Hein. Bref, on n'a pas osé peut-être demander quelque chose, on a été blessé sans oser le dire. Donc, on a une attente que l'autre n'arrive pas à comprendre. Bref, si on n'arrive pas vraiment à nommer nos besoins et nos désirs, évidemment, il va y avoir des disputes. Donc, je crois qu'il faut vraiment comprendre que si on veut éviter les disputes, il faut interpréter les disputes. C'est le serpent qui se mord la queue, là. Si vous voulez. Décidément, vous étiez dans l'automasturbation. Maintenant, vous êtes dans le serpent qui se mord la queue. Pascal Neveu, je n'interpréterai pas vos fantasmes, mais quand même. C'est le bourreau, ça. Alors bon, toujours est-il qu'il y a quand même quelques pistes pour éviter les mauvaises disputes. Donc, évitez de vous mettre à parler quand vous êtes un peu sur les nerfs. Si vous avez eu un collègue qui vous a vraiment énervé, évitez que ce soit le partenaire qui prenne sa place. Généralement, on déplace, oui. Apprenez à dire non calmement. N'acceptez jamais d'être critiqué injustement, surtout quand vous êtes... dans la cuisine avec une poêle. Oui, ou devant des gens, hein, parce que les disputes devant du monde, c'est terrible. Bref, osez exprimer vos désirs, vérifiez que votre demande a bien été entendue, parce que très souvent, on n'exprime pas assez clairement, donc l'autre ne comprend pas. On en revient au problème de communication dans le couple. Évidemment. Et puis, si vraiment vous avez des conflits récurrents, je crois que là, il ne faut pas hésiter à se faire aider. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui est discordant dans la relation. Hein. Oui, mais il y a la différence, comme vous le disiez fort intelligemment tout à l'heure, il y a la différence entre la dispute et le conflit. Voilà. Donc une dispute occasionnelle, il n'y a pas de bobo. Le conflit chronique, en revanche, il y a un problème de couple. Donc thérapeute de couple. Et puis n'oubliez jamais, une dispute, ça se fait à deux. Forcément. Oui. Mais on peut se disputer soi-même également. En se disant, voilà, j'ai fait une grosse bêtise, je me fous une paire de baffes. On peut se disputer soi-même. On peut tout faire soi-même. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, lundi, on parlera avec Laurent Carilla des addictions. Vous savez qu'elles sont de plus en plus fréquentes, surtout depuis la Covid. Il est excellent, en plus.
Il est formidable, Laurent Carilla, je suis bien d'accord avec vous. Mais tout de suite, avec Mélissa da Costa qui vient de rentrer dans le studio, on va parler de ce roman. Ça s'appelle La Doublure. C'est aux éditions Albin Michel. Bonjour Mélissa da Costa. Bonjour. Alors vous êtes une jeune auteure, je suis désolée, moi je continue comme ça, à succès. Certains mettent un E à la fin aussi. Il paraît, oui. Et franchement, j'ai reçu votre livre. Bon, comme beaucoup de livres, je me suis dit, bon, on va regarder ce que c'est, etc. Et je suis franchement vraiment rentrée dedans. Je trouve que c'est un roman vraiment assez intéressant pour les gens comme moi qui aiment les romans un peu à la fois d'amour, etc. Mais surtout, psychologiquement, je trouve que les personnages sont très très bien décrits. Et c'est intéressant, cette jeune femme qui quelque part, on a un peu l'impression que sa vie, elle va être assez triste. Et puis, grâce à une rencontre, tout bascule. Et voilà, donc c'est bravo. C'est d'où le titre La Doublure. C'est-à-dire qu'elle devient la doublure d'une jeune peintre. Et elle rentre dans un couple. Et là, on rentre dans un truc tout à fait sexuel, parce qu'elle le veut. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette histoire un peu tordue quand même, hein? Oui. Alors moi j'ai toujours été assez fascinée par les triangles amoureux dans les romans. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une tension, qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant qui se jouait au point de vue psychologique. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant de faire entrer en scène un couple, donc un bloc uni et une tierce personne qu'on laisse s'immiscer dans une intimité et de voir comment les rapports vont glisser, comment les identités vont se morceler puisque chacun va y perdre un peu de son identité. Et comment tout peut voler en éclats. Mais c'est ce qui est d'ailleurs passionnant dans votre roman, parce que au début, bon, on rentre un peu dedans comme ça, et puis au fur et à mesure, vous nous emmenez, et on se dit, mais où est-ce qu'elle nous emmène, et jusqu'où ça va aller, quoi, jusqu'où ce couple va transformer cette jeune femme, et alors à un moment donné, on sent bien que la jeune femme peut-être va prendre le dessus sur le couple, oui. Et puis on ne sait pas trop, et jusqu'au bout, comme ça, il y a des revirements. Bravo, il y a du talent d'auteur là. Eh bien, merci. Puis c'est pas votre premier roman. Hein. C'est le 5e. Oui, ouais, c'est le 5e. Et vous êtes une des auteurs les plus lus, d'après ce que je peux lire. Oui, mais avec celui-ci, j'ai complètement reviré, changé de bord entre guillemets. J'ai rien lu de vous avant. Oui, donc on était sur des romans, alors un peu toujours avec la psychologie, pas vraiment à l'eau de rose parce qu'on était avec beaucoup sur des cheminements de reconstruction, des gens condamnés par des maladies ou qui affrontaient des deuils, et on creusait vraiment la psychologie, nos forces de résilience, comment des rencontres pouvaient nous bousculer, nous remonter à la surface. Là, j'ai fait le même cheminement, mais toutes les rencontres ne sont pas toujours très bonnes. Toutes ne nous remontent pas à la surface. Certaines peuvent nous plonger dans l'obscurité. Et je voulais aussi analyser cette face de l'âme humaine qu'on a tous. On a tous nos parts d'ombre et cette fascination pour la noirceur. Pourquoi cette fascination pour la noirceur, justement? Et vous parliez qu'il y avait un roman sur le deuil, etc. Oui. Enfin, ça vous parle? C'est la vie en fait. La vie est faite d'ombre et de lumière. On peut passer de la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière. Un roman. J'ai psychanalysé immédiatement. Non, mais un roman où on serait chez les bisounours, ça n'intéresse personne. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si, les enfants. Oui, bien sûr. Mais enfin, non, parce que dans les contes de fées, excusez-moi, mais il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de méchants et de cruauté. Moi, j'imagine oui, chez Brigitte Lahaie. Bref, oui, alors j'aime bien aussi parce que vous appuyez aussi sur un peu de culture, et je trouve ça quand même bien aussi que dans un roman, on aide les gens à être un peu plus cultivés. Moi, j'ai beaucoup aimé évidemment que vous parliez de Lilith. Oui. Vous savez qui c'est Lilith? Lilith. C'est qui Lilith? Je connais pas. Vous connaissez pas Lilith, Pascal Nudge. En tant que psychanalyste, vous connaissez pas la rivale d'Ève? La femme effacée. Non, mais c'est incroyable que vous ne connaissiez pas. Mais peu de gens connaissent. Je me rends compte avec les retours de lecteurs que l'immense majorité découvre Lilith. C'est pas. Ah bah remarquez, moi je fais de l'astrologie, alors c'est peut-être pour ça que je la connais.
Oui, parce que on va alors expliquer. Là, je vais au coin. Donc, non, mais expliquer à tous ceux qui nous écoutent et peut-être à Pascal Neveu qui est Lilith. Alors, en réalité, dans la Bible, en tout cas la Bible chrétienne qu'on connaît, on nous explique qu'Ève est la première femme et qu'elle est issue d'une partie d'Adam, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elle est un être inférieur qui dépend de lui. Et il se trouve que dans la Bible hébraïque, dans le Talmud, la Kabbale et dans d'autres légendes juives en particularité, on nous décrit la naissance d'un homme et d'une femme simultanés à partir de la même terre, Adam et Lilith. Donc ils sont nés égaux. Et Lilith n'a jamais voulu se soumettre, contrairement à Ève. C'était une femme indépendante qui refusait de se soumettre à Adam, notamment sur le plan sexuel, mais aussi à Dieu. Elle ne se reconnaissait pas de maître et en fait, elle a été punie pour ça. Elle a été chassée. Elle a erré dans la mer Rouge au milieu des démons pendant très longtemps. Et pour la punir, Dieu a décidé de la rendre stérile. Génial, je tombe en plus, en tournant les pages du livre, je tombe sur la page 265 où je lis « Ce n'est pas Ève qui est représentée sur cette peinture, nue, enroulée dans un corps à corps sensuel avec le serpent. » On y revient au serpent. C'est l'autre, la première, l'originale, Lilith. Un fond sombre et inquiétant, une femme à la beauté venimeuse, une épaisse chevelure rousse lui descendant jusqu'aux reins, un corps mince à la peau légèrement cuivrée, beau, sensuel. Une lumière particulière l'éclaire, faisant ressortir le velouté de sa peau. Oui, mais ça va, parce qu'elle ne veut, on va pas faire une lecture. Non, mais je suis tombé dessus. On n'est pas apostrophe. Non, mais ce qui est intéressant, justement, dans Lilith et Ève, on est vraiment dans l'archétype de la femme. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est sensuelle, qui fait tourner la tête aux hommes, c'est Lilith. Et puis il y a l'autre qui est mère. Et qui, voilà. C'est totalement ça. Et Lilith était dans le plaisir charnel, ce qui était totalement interdit à Ève, qui était conditionnée pour être mère. Le rapport sexuel était voué à la reproduction uniquement. Et c'est ce qui va se jouer entre ces deux femmes, puisque la peintre, l'originale, elle se revendique une Lilith. En fait, elle est dominante, elle est forte, indépendante. Et cette jeune fille qu'elle prend sous son aile est une Ève, elle est soumise par défaut depuis toute petite, elle est docile, elle ne fait pas de vagues. Mais petit à petit, au contact de cette peintre, elle va se revendiquer, elle aussi, Lilith. Et puis, il y a cet homme, évidemment, qui, au début, on ne sait pas trop si il va avoir une relation avec cette deuxième femme, si c'est pour faire plaisir à sa femme, si c'est... enfin bon, tout ça, c'est mêlé d'amour, de rapports de force, de soumission, de domination. C'est un roman avec beaucoup de clés et qui va vraiment dans la compréhension de toute la nature féminine, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. En tout cas, on a deux modèles de femmes que tout oppose. En apparence. En apparence, oui. Clara qui est issue donc la peintre, qui est issue d'une très riche famille et qui de fait se sent un petit peu toute puissante. Et elle entretient une relation. Donc elle est mariée avec Pierre et ils entretiennent une relation qui est basée en apparence sur un déséquilibre. En tout cas, c'est une femme qui se revendique dominante, qui tient les rênes. Et qui a imposé à son mari une vie de libertinage. Elle a besoin de rencontrer d'autres hommes et lui a besoin de cette part d'ombre en elle et de noirceur. Et se complaît même dans cette relation où il est le soumis et où elle est la femme maîtresse toute puissante. Oui, il y a beaucoup de recherches dans ce que j'ai pu parcourir. Dans le milieu de l'art, notamment. Ouais, tout à fait. Et je viens de lire la fin, je suis désolé. Mais ah non. La fin est géniale. Mais non, ça je le raconte pas, je le lirai pas. C'est génial. Franchement, c'est un livre formidable parce qu'à la fois, il y a des rebondissements, on apprend des choses sur l'art, justement. Les trois personnages principaux sont très, très bien psychologiquement. Ils tiennent la route, quoi. Non, bravo, il y a du talent. Merci. Et donc, c'est un livre qui, à mon avis, va forcément marcher. Il marche déjà, je suppose. Il marche. Alors, il est assez clivant. Il y a tout un pan du lectorat, majoritaire, qui adhère en fait, et qui. Il peut choquer, oui. Et j'ai un petit pan du lectorat qui se choque. Je sens que ça dérange. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Justement. Alors, en grande majorité, les propos vraiment outrés.
en grande majorité viennent de femmes. Donc, je trouve que ça rejoint le message de mon roman où on voit qu'on est encore des Èves en puissance, c'est-à-dire qu'on est encore gêné par le sexe. On revendique pas encore notre désir. Alors que les hommes, étrangement, dans mon lectorat masculin, il n'y a pas de propos choqués. Pas de la même façon. Mais bien sûr, ça parle beaucoup de sexe, évidemment. Et puis un sexe pas forcément conventionnel. Conventionnel, bien sûr. Moi, ça me surprend pas qu'il puisse déranger. Mais en même temps, c'est tout son intérêt. C'est que, c'est pas du Barbara Cartland dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'elle Non, visiblement, on en est loin. Mais ça a l'air passionnant comme roman. Ça l'est. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ? J'ai dû mettre 6 mois, mais c'est 6 mois intenses où je mange, je prends ma douche, je fais mon sport et les personnages sont là et j'anticipe les scènes à venir, je travaille leur personnalité et dès que je le peux, je me mets sur l'ordinateur. Donc c'est 6 mois à me réveiller la nuit en y pensant, en me demandant ce qu'ils font. Voilà. Et donc vous êtes à la fois Ève et Lilith dans votre vie personnelle ? Ah oui, mais je pense qu'on l'est toutes, mais qu'on étouffe une de ces parts en nous. Moi, je pense que je l'analyse comme ça, mais j'ai un accès à mon inconscient sans peur, sans crainte, et donc rien ne me choque vraiment. Tout est entendable, envisageable, compréhensible. Et donc, je pense que j'assume cette part de Lilith sans problème, que nous l'avons tous en nous, mais que certaines personnes ne veulent pas l'entendre. Oui, bien sûr. En astrologie, on a tous une Lilith, on a tous une lune noire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en astrologie, et ça, vous allez forcément le comprendre, Mélissa d'Acosta, qu'on appelle ça la lune noire. Et c'est cette part-là, dans notre thème, qui est la plus difficile, justement, à parfois accepter, en tout cas à approfondir, parce que c'est notre part d'ombre la plus profonde, mais c'est celle-là qui est intéressante à aller découvrir en tant que femme. Et elle existe évidemment aussi chez l'homme, puisque c'est sa part féminine la plus sombre. J'adore la couverture. Bon, en tout cas, ça s'appelle La Doublure, c'est aux éditions Albin Michel, et c'est donc Mélissa d'Acosta qui en est l'auteur. Si vous avez envie de passer un bon moment, je vous le conseille, et je sais que chez nous, toutes les auditrices ne seront pas choquées. Non, personne. Je pense qu'on a un auditoire assez ouvert à Lilith. Merci beaucoup, Mélissa d'Acosta. Merci à vous. Allez, une petite pause et puis on va conclure avec un test et avec Lucie qui nous a rejoint. Voilà encore un prénom très chargé. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Pascal Neveu, c'est toujours la veille du week-end. On fait un petit test. Comme ça, si pendant le week-end, certains ont envie de faire ce test, vous le retrouvez sur Facebook, sur le site de Sud Radio. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, c'est Lucie qui va faire le test avec nous. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus, Pascal Neveu. Bonjour, Lucie. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Lucie. Eh bien, on va savoir si vous seriez prête à vivre une aventure sexuelle au travail, Lucie. Vous êtes prête ? Ah oui, je suis prête. Avec quelqu'un du travail ou au travail, dans les bureaux ? Avec un collègue. D'accord. Ou une collègue, pourquoi pas, restons ouverts. Alors, première question, vous aimeriez mieux aller au travail si, petit A, votre collègue était plus séduisant ? Petit B, si vous pouviez déjeuner avec l'un de vos collègues ? Petit C, si vous pouviez retrouver des amis dans les environs ? Petit B. Petit B, très bien. Deuxième question, une nouvelle histoire s'est créée au travail. Alors vous êtes petit A, heureuse pour eux. Petit B, pourquoi pas, si ça ne gêne pas le travail. Petit C, c'est quand même un petit peu gênant. Non, petit B. Petit B, très bien. Troisième question, parler sexualité au travail, c'est, petit A, un sujet très sympathique. Petit B, un moyen de s'en amuser. Petit C, c'est quand même pas pensable. Alors, moi, je trouverais ça très sympathique. Donc, mais je trouve que c'est pas... Il y a peu d'occasions, en fait, qui se présentent, mais je trouve ça très sympathique. Donc, petit A. Même au café ? Ouais. Quatrième question. Mais justement, au café. Vous avez découvert qu'un collègue attirant, donc, est célibataire. Petit A, vous essayez justement de le retrouver à la machine à café. Petit B, vous espérez qu'il vous remarquera. Petit C, il n'est pas question de mélanger travail et sexe. Petit B. Petit B. Cinquièmement, si vous aviez le choix, vous pourriez faire l'amour au bureau. Oui. Dans la salle de réunion, un soir tard, quand tout le monde est parti. Petit B, non.
mais dans les jardins, éventuellement, c'est non, vous préférez le confort du lit. Il n'y a pas d'autre. Alors, je dirais non, mais pas forcément le confort du lit, mais pas forcément sur le lieu de travail. Alors c'est quoi donc, bon, alors, non. Allez, voilà. Dans la salle de réunion, un soir tard Voilà, ça sera très bien, un soir tard. Tant qu'à faire quand même, ouais. D'accord. Autant s'amuser. Alors, sixièmement, l'idée que votre collègue vous séduise dans les locaux. Petit A, c'est séduisant. B, oui, mais vous n'oseriez pas aller plus loin. Petit C, c'est quand même perturbant. Dans un premier temps C et après A. Donc je ne sais pas ce qu'il faut répondre, mais... vous passez de l'un à l'autre, là. Ouais. Tout dépend le collègue, en fait, en question, c'est ça. C'est-à-dire si le collègue est intéressant, A. Si le collègue n'est pas intéressant, non, c'est dérangeant. Bon, il me faut une réponse. Il y a une logique pour le moment dans vos réponses. Hein. Oui, A. Vous dites A, d'accord. Ouais. Ensuite, 7e question et dernière question. Vos relations avec vos collègues sont, petit A, très agréables. Pas question de louper un pot ou une réunion festive. Petit B, il vous arrive souvent de déjeuner avec l'un de vos collègues. Petit C, vous n'aimez pas parler de votre vie intime. C. Petit C, d'accord. Bon, alors on a autant de A que de B. Donc, petit A, ça aurait été couché avec un collègue, ça pose aucun problème. Vous n'êtes absolument pas perturbé par la sexualité et ça ne gêne en rien votre efficacité professionnelle, d'autant que vous pensez que de nombreux couples se forment sur le lieu de travail. Et petit B, c'est le sexe au travail, c'est plutôt un fantasme. Il vous arrive de fantasmer sur un collègue, mais vous n'osez pas vraiment sauter le pas, sauf éventuellement si c'était une vraie histoire d'amour. Sinon, au travail, vous privilégieriez plutôt l'amitié que le sexe. Donc je crois qu'on est vraiment un peu entre les deux. Ça pourrait être possible, mais ça me semble pas réellement être vraiment... Disons qu'il y a une bonne morale. Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle un surmoi énorme. Voilà. Parce que tous les C, finalement, c'était le surmoi, c'était tous les interdits. Surtout pas. Donc, vous avez des désirs, mais vous allez finalement en mesurer les conséquences. Qu'est-ce que je peux faire avec ma propre morale, en fait. Mais vous ne vous interdisez pas les choses. Ça vous convient à peu près, hein, c'est à peu près. Oui. C'est vous, ça? C'est très très juste, ouais, très très juste. Brigitte n'est pas trop mauvaise. Hein, donc... Non. Ah non, j'avoue. il est bête parfois, c'est pas ce qu'elle ne veut. Oui, c'est pas quelque chose qui serait évident pour vous, mais ça pourrait quand même se faire. Et vous l'avez déjà fait ou pas? Non, je l'ai jamais fait, mais voilà, je sais pas parce que je l'ai jamais fait que tout est fait. Enfin, les portes sont fermées, quoi. Parce qu'il y a que des moches au bureau, c'est ça? Oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Faut pas. Ah, ouais, non, je dirais pas ça. Et mais est-ce que vous voulez regarder les garçons? Alors vous êtes peut-être en couple, hein, pardonnez-moi. Donc surtout non, au contraire, là je suis en instance de divorce, donc j'ai plutôt tendance à de nouveau regarder autour de moi, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est un peu délicat au bureau et parfois, moi je l'ai entendu en consultation, j'ai des patients ou des patientes qui ont été convoqués par leur N+1 ou leur N+2 en disant pas de relation de couple entre vous, ça va foutre le bordel au sein de l'entreprise. Alors que c'est pas du tout la loi totalement, autorise. C'est totalement interdit. Voilà, on n'a pas le droit d'interdire effectivement des relations. Donc, bon. Mais il y a beaucoup d'entreprises, en effet, qui n'aiment pas trop qu'on mélange le sexe et le travail. Hein. Et ce qui est totalement ridicule, moi j'ai un ami, ils se sont rencontrés dans l'open space dans lequel ils travaillaient, voilà, et puis ils se sont mariés. Ils étaient suffisamment intelligents, immatures pour que, bon, ça s'est su bien évidemment, mais ça n'a pas posé de discorde ou de problème au sein de l'équipe. Alors que le test, on est vraiment là pour une relation de sexe. Hein. On n'est pas là. Oui. C'est pas un test pour savoir si. Mais bon, il y a le sexe et puis ensuite, ça peut déboucher sur tout à fait autre chose. Ça peut déboucher sur autre chose. Bon, écoutez, Lucie,
Allez plus souvent à la machine à café. Hein. Et renverser le café sur le garçon qui vous plaît. Ah, ça c'est une bonne technique. Je vais la tester. Alors, voilà. Alors ça dépend. Il ne faut pas qu'il soit trop bouillant et ne visez pas une partie du corps de l'homme qui va lui poser plutôt le genou. Hein. Oui. Non, mais j'imaginais bien. Il ne faudrait pas l'endommager quand même avant de l'avoir utilisé. Il ne faut pas l'endommager. Vous avez raison, ça peut servir un homme. Ça peut servir. Par contre, si je peux juste vous faire une petite parenthèse, c'est que je vous écoute justement en général sur mon lieu de travail. Je mets les écouteurs et je suis. Ça ne m'empêche pas d'ailleurs alors peut-être parce que je suis une femme de faire deux choses à la fois, d'être efficace dans mon travail tout en vous écoutant. Peut-être parce que je suis une femme. Non, mais parce que souvent c'est quelque chose que l'on dit où les femmes sont. On a plus de facilité souvent à faire ces deux choses à la fois. Moi, je fais 3 choses en même temps. Alors, laissez parler vous Lucie. êtes hermaphrodite sans doute. Mais je voulais juste vous dire que cette semaine particulièrement, il y a eu beaucoup de témoignages d'hommes très poignants. Et enfin moi, par rapport à mon parcours, j'ai souvent eu la sensation que les hommes finalement avaient pas de capacité d'émotion. Enfin bon, parce que bon voilà, j'ai eu un parcours compliqué. Et depuis des années que je vous écoute, le fait d'entendre des hommes témoigner et cette semaine particulièrement. Voilà, parce qu'ils ont vraiment ouvert leur cœur. Je voulais dire, ça m'a rendu les hommes beaucoup plus touchants et que ça m'a fait un bien fou moi en tant que femme. Donc voilà, je voulais juste le dire à tous ces hommes qui ont eu le courage de témoigner. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie de terminer cette semaine avec ce que vous venez de dire, Lucie. Je n'ajouterai rien. Non, on a eu des mecs bien. Formidable. Merci Lucie. Merci pour. Merci Lucie. Et puis, merci Pascal Neveu. Merci Brigitte. Tout de suite, c'est votre avenir. Et lundi, on sera avec Laurent Carilla.